Quelle est la langue de la diplomatie? Le français, bien sûr, me répondrez-vous. Certes, la langue française permet comme nulle autre de signifier à son interlocuteur, avec un tact raffiné et un langage fleuri, qu'on ne partage pas du tout son point de vue. Mais sachez qu'officiellement, le français n'est pas la langue diplomatique. Regardons cette scène, par exemple. À gauche, le français Jean-Marc Ayrault. À droite, l'allemand Frank-Walter Steinmeier, à l'époque où ils étaient, l'un et l'autre, ministres des Affaires étrangères. Herzlich willkommen. Frank-Walter Steinmeier souhaite la bienvenue à Berlin à son homologue français qui répond Zuerst einmal freue ich mich außerordentlich. en allemand. Jolie prestation. Mais pourquoi ces deux-là s'expriment-ils en allemand? Parce qu'ils se sont mis d'accord là-dessus, Jean-Marc Ayrault étant germaniste. Et ces arrangements ont toujours existé. Depuis la nuit des temps, on négocie en effet dans la langue que maîtrise le plus grand nombre de diplomates. Du Moyen Âge au XVIIIe siècle, on a vu ainsi s'imposer le latin, car à l'époque du Saint-Empire romain germanique, c'est le clergé qui mène les pourparlers diplomatiques. Fin XVIIe, début XVIIIe, ce sont les militaires qui reprennent le flambeau de la diplomatie. Comme le latin n'est pas vraiment leur fort, ils communiquent en français, qui s'était alors répandu partout en Europe. Cela grâce à Louis XIV, le roi Soleil, qui dominait sur le plan militaire comme économique et dont la splendeur rejaillissait sur toutes les cours d'Europe. Versailles est la référence par excellence de l'architecture à la mode en passant par la langue. Une aubaine pour le maréchal français de Villars, appelé à négocier en 1714 le traité de Rastatt qui met fin à la guerre de succession d'Espagne. Comme de Villars ne parle pas latin, son interlocuteur, le prince Eugène de Savoie, représentant des Habsbourg, passe naturellement au français. Ainsi est conclu le premier traité en français, à titre tout à fait exceptionnel, précisent ses auteurs. Une exception qui finira cependant par devenir la règle, car le français restera pendant tout le XVIIIe siècle la langue de référence en Europe. Autre facteur décisif pour l'essor du français, l'influence de l'Académie française, qui décide d'encadrer strictement la langue. Elle fixe une bonne fois pour toutes certaines structures grammaticales, supprime des synonymes, si bien que le français y gagne en précision et en clarté par rapport aux autres langues et que le travail des diplomates s'en trouve facilité. Résultat, la clause d'exception au bas des traités finit par disparaître en 1763. En 1919, on s'attelle à la rédaction du traité de Versailles, qui mettra fin à la Première Guerre mondiale. Pour la première fois, des diplomates américains prennent part aux négociations. Eux ne parlent ni latin ni français, mais anglais. Du coup, le traité est écrit en français et en anglais. Avec l'industrialisation puis la mondialisation, l'anglais sera amené à prendre de plus en plus d'importance dans les échanges diplomatiques, sans pour autant totalement évincer le français. L'anglais et le français sont aujourd'hui les langues de travail officielles à l'ONU. Et les diplomates de l'Union européenne ont majoritairement recours à l'anglais, au français et à l'allemand. Au fil du temps, la règle est cependant maintenue. Pas de langue diplomatique officielle, car cela serait contraire à l'esprit même de la diplomatie qui interdit de privilégier un pays et sa langue.